Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Grande Halle de Cournon, tout près de Clermont-Ferrand, pour toute une série d'émissions aujourd'hui, dernier jour du salon. Alors, l'agriculture intéresse-t-elle encore les jeunes? C'est le thème de ce débat, le thème de cette émission, parce qu'on le sait, le vrai problème, c'est pas le réchauffement climatique, le vrai problème, c'est pas la guerre en Ukraine avec les conséquences que ça peut avoir, par exemple en matière d'engrais. Le vrai problème, c'est que d'ici 2030, un agriculteur sur deux va partir à la retraite et que ce n'est pas gagné du tout d'avoir des repreneurs et de pouvoir maintenir une activité sur nos territoires qui soit viable. Alors, pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir Régine Marchal-Nguyen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe donc, de la DRAF, c'est bien ça? À vos côtés, donc, Raymond Vial, bonjour. Vous êtes, si vous prenez le micro, Raymond, c'est beaucoup mieux. Bonjour. Président de la Chambre d'agriculture de la Loire et conseiller régional aussi. À vos côtés, François Moret, bonjour. Bonjour. Cofondateur de Éloi, et on aura l'occasion d'en parler, Jérémy de Serle à ma gauche. Bonjour. Voilà. Et puis aussi Mathieu Richel, qui représente justement les jeunes agriculteurs. Bonjour. Alors, quelques chiffres un peu pour poser le problème. Déjà, peut-être ici en région, sur le renouvellement des générations, Régine. Alors, ne soyons pas trop pessimistes. Nous sommes dans une région qui installe encore des agriculteurs, qui en installe même beaucoup, puisque nous sommes toujours dans le peloton de tête des régions qui installent, avec cette année d'ailleurs 1000 projets donc, sur le territoire. Et nous avons même un rajeunissement de ceux qui, dans notre public qui s'installe, avec plus de femmes. Donc c'est important aussi de le souligner. Et plus de hors cadres familiaux également. Après, on entrera peut-être plus dans le détail Oui. des Mais tout ce que vous avez dit, c'est des chiffres relatifs. Mais globalement, est-ce qu'on installe suffisamment ici dans la région? Raymond. Vous savez, à l'école, on m'a toujours dit peut mieux faire. Eh ben, il faut se l'appliquer à nous aujourd'hui, aussi bien en tant qu'élu que président de chambre. On est, vous l'avez dit tout à l'heure, à un vrai croisement. Un départ massif dans les 10 ans à venir d'agriculteurs et avec un deuxième phénomène que vous avez souligné, c'est qu'aujourd'hui, un jeune sur deux est non issu du milieu agricole. Donc il faut qu'on soit très intelligent pour faire croiser ces deux mondes-là. Et donc l'installation, oui, mais aussi un gros travail sur la transmission, parce que la transmission, ça se prépare très tôt. Et donc, c'est pour ça que la région en a fait une vraie priorité de sa mandature, l'installation à la transmission, en mettant 15 millions d'euros sur la table. Voilà. Bien sûr, en premier, pour aider les jeunes, fortement, mais en ouvrant aussi à des projets qu'on pourrait dire atypiques. Voilà. Parce que je pense que la force de l'agriculture sera celle-ci demain. Ça sera d'avoir une agriculture très plurielle sur la même commune, dans les mêmes départements. Voilà. Alors Mathieu, vous représentez les GIA. Quand j'écoute les GIA, on dit oui, ça y est, le ministre nous a entendus, c'est bon, c'est gagné. Moi j'ai l'impression que c'est jamais gagné l'installation et que chaque bureau qui change, le problème reste le même. Non, en effet, c'est jamais gagné. Vous venez de le dire, les chiffres sont assez affolants. 50% des agriculteurs vont partir à la retraite. Il faut renouveler, il faut trouver des jeunes, il faut surtout diversifier les installations, ne pas favoriser des filières en défavorisant une autre. Il va falloir être très fort là-dessus, il va falloir continuer à accompagner les jeunes, leur donner envie, peut-être dès le plus jeune âge, au collège, lycée. L'éducation nationale a aussi un rôle à jouer dedans, il ne faudra pas oublier. Aujourd'hui, l'éducation nationale doit se remettre en question, c'est le premier budget de l'État, si je ne me trompe pas. Est-ce que l'école aujourd'hui apprend des choses aux jeunes qui ne peuvent pas apprendre sur Internet, smartphone et autres? Et l'agriculture en fait partie, il y a une déconnexion dans le monde rural. Et même aujourd'hui dans les campagnes, les gens qui y habitent sont aussi déconnectés de l'agriculture. Donc il va falloir reconnecter tout ça. Et jeunes agriculteurs, au niveau syndical, travaillent énormément dessus depuis 2 ans. Et depuis toujours, mais surtout depuis 2 ans. Et on a un énorme travail à faire. Bon, il vous a entendu le ministre, mais en quoi par exemple? C'est un peu compliqué. Le ministre nous a entendus. Alors, j'étais pas à la rencontre mardi avec mes collègues de la région Auvergne-Rhône-Alpes. J'étais pour mon travail. Mais du coup, apparemment, ils n'ont pas vraiment entendu. Apparemment, le ministre a quand même encore botté en touche. C'est compliqué aujourd'hui à mettre en place. L'agriculture, oui, aujourd'hui, il faut redorer le blason de l'agriculture. Alors, je ne sais pas comment on peut le redorer, sachant qu'en France, on a quand même l'agriculture une des plus vertueuses du monde. On va encore une fois le rappeler. On va arrêter aussi de pointer l'élevage. On est au sommet de l'élevage. L'élevage, on en a besoin. On demande d'avoir des puits de carbone. L'élevage en fait partie et c'est grâce à ça qu'on a des prairies pour garder les puits de carbone.
On va devoir remontrer tout ça, peut-être faire de la communication à grande puissance pour justement réinfluencer les jeunes et réinfluencer le gouvernement à vouloir mettre un peu plus d'argent dans la politique agricole. Alors, on a la chance d'avoir Jérémy De Serles. Jérémy, tu as été président des JA, tu es député européen. Qu'est-ce qu'on fait mal? Et là, un discours vérité. Qu'est-ce qu'on fait mal en matière d'installation en France? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire avec le regard aujourd'hui européen que tu as? Qu'est-ce qu'on fait mal? Pas grand-chose. Je pense que la France, justement, peut plutôt être fière de la manière dont elle gère son installation, dont elle fait en sorte, justement, grâce, bien souvent, et là vous allez dire que je vais prêcher pour mon ancienne paroisse, mais grâce aux jeunes agriculteurs, grâce aussi aux compétences des chambres d'agriculture, nous avons la chance en France, et donc en Europe, d'avoir le meilleur dispositif d'accompagnement à l'installation. Donc, je ne pense pas qu'on fasse mal, mais ça marche pas. Je rejoins... Non, on ne peut pas dire que ça marche pas. Ça fait que baisser et ça ne va pas remonter. Non, l'installation en région Rhône-Alpes, il y a eu... Auvergne-Rhône-Alpes, pardon. C'est l'année où il y a eu le plus d'installations. Donc, je pense que tout le monde essaye de faire mieux. Mais comme ça vient d'être dit par Raymond, on peut toujours faire mieux. Et donc, on doit continuer. Et qu'est-ce que l'Europe doit faire? Elle a envoyé un signal dans la politique agricole commune en doublant et en obligeant chaque État membre à mettre de l'argent sur l'installation. Alors peut-être pas assez sur la transmission, mais en tout cas sur le renouvellement des générations. Et donc ça, c'est aussi un signal. En France, maintenant, j'entends que le ministre n'a peut-être pas encore tout entendu. Moi, je l'entends par contre, et je sais ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut essayer d'avancer comme position. Il y a une loi qui va être discutée. Il y a 400 millions d'euros qui ont été annoncés pour justement accompagner l'installation. Raymond le sait aussi bien que moi. On a détricoté malheureusement ces 20 dernières années, toute la politique d'accompagnement à l'installation. On a fermé les anciennes ADASEA, on a fait des choses où on a voulu finalement enlever de l'argent à l'accompagnement à l'installation. Maintenant, on est prêt à en remettre. Il faudra le mettre correctement pour justement accompagner tous les profils, parce que les profils changent, pour accompagner plus de femmes peut-être, pour accompagner plus de porteurs de projets dans des projets un peu atypiques, parce qu'effectivement, la force de notre agriculture reposera sur sa capacité, certes, à renouveler les générations, mais aussi à avoir une agriculture plurielle, diversifiée, comme ça a été dit. Régine. Oui, alors je vais rebondir sur les propos de notre député. Et si le ministre ne s'est pas beaucoup exprimé sur l'installation au sommet, parce que c'était moins le sujet sur lequel il a été interrogé mardi dernier, il s'est bien exprimé à Terre de Gym, mais vous devez sans doute y être allé. Vous prenez la défense du ministre, là. Non, mais c'est un peu normal. Mais effectivement, où c'était vraiment le sujet, où il a annoncé les différents axes de travail, alors qui vont de la formation et de l'information. Vous avez parlé tout à l'heure de l'éducation nationale, et c'est extrêmement important d'aller chercher aussi les jeunes au moment où se forment les représentations sur le métier d'agriculteur. Donc aujourd'hui, vous avez le recteur académique est au sommet, accueilli justement par la DRAF dans sa composante enseignement agricole pour faire rencontrer ces deux mondes. Donc c'est un axe de travail. Et il y a aussi, et vous citez les 400 millions, pour justement créer un fonds, parce qu'on n'a pas encore abordé ce sujet de la difficulté de la transmission. Mais je pense qu'effectivement, une des difficultés dans la transmission, c'est le poids des capitaux. Et donc le ministre souhaite vraiment travailler avec les collectivités sur ce point pour aider justement les jeunes à pouvoir s'installer. Mais s'il y a un sujet où je trouve que vous n'êtes pas bons, les agriculteurs, c'est le fait d'incorporer ces populations, ces jeunes, ces moins jeunes qui viennent de l'extérieur et qui n'ont pas forcément la même vision que vous, les agriculteurs, le même schéma d'installation. Et ça tombe bien, puisqu'on en a un qui est présent à la table. Alors François,
toi, tu es un bobo qui s'est intéressé au moment à ce qu'il mangeait et à l'agriculture et qui a envie d'aider les jeunes à s'installer. Wow, quelle intro. Alors déjà, moi je suis pas en train de dire que les agriculteurs ne font pas la place aux non issus du monde agricole. C'est moi qui le déjà, dis. je souhaite m'inscrire en faux là-dessus. Non, moi je suis pas un bobo. Il se trouve que effectivement, je suis pas issu du monde agricole, mais je suis pas officiellement un NIMA puisque je n'ai pas volonté moi à m'installer. Ma volonté, moi, c'est d'aider effectivement des jeunes à s'installer dans un monde où, pour rebondir du coup sur ce qui a été dit, je suis à 100% d'accord, on a effectivement un immense besoin de transmission et on a à côté de ça une énorme mutation des populations qui souhaitent s'installer avec de plus en plus de personnes qui sont non issues du monde agricole et ça les impacte effectivement en termes de formation, mais aussi en termes de caractéristiques des exploitations qui sont recherchées, en termes de diversité de production, en termes de poids du foncier, en termes de capacité à porter l'investissement, parce qu'il y a besoin d'acquérir cette ferme. Et ça amène des enjeux qui sont considérables pour justement faire cette adéquation entre les fermes à transmettre, les fermes pour l'installation des jeunes. Il n'y a de transmission que s'il y a l'installation d'un jeune. Et ça nécessite effectivement de repenser les choses un peu différemment. Et c'est ce qu'on vient modestement chercher à apporter chez Éloi en prenant comme point d'entrée les souhaits d'installation des jeunes. Parce qu'en fait, à très court terme, l'enjeu il est rapide. Dans 5 ans, en fait, on va commencer à avoir cette phase de départ à la retraite. Si on veut pouvoir agir à court terme, il faut partir des jeunes qui sont déjà formés, déjà avec leur souhait d'installation, pour pouvoir commencer à faire ces transmissions. Et pourquoi Éloi existe ? Éloi existe parce qu'aujourd'hui, le peut mieux faire, du coup, je le reprends aussi à mon compte. On ne peut pas se satisfaire aujourd'hui du faible nombre d'installations comparativement aux transmissions. C'est déjà très bien, mais aujourd'hui, il y a une marge de progression qui est énorme. Et ma vision, c'est que face à l'ampleur du problème et à la complexité de ce problème, il y aura nécessairement des solutions qui sont multiples à mettre en place. Et nous, on vient essayer d'apporter une brique additionnelle à ça. Combler un trou dans la raquette ? Il faut la réponse. Là, non, la réponse, c'est que j'attends avec impatience du coup ce que va dire mon voisin de gauche, parce que je pense qu'il fait des choses intéressantes sur sa région. Nous, au niveau des lois, on cherche à avoir une présence qui est nationale. On voit bien que, suivant les territoires, les approches peuvent être différentes, les besoins peuvent être multiples. Et aujourd'hui, il y a effectivement parfois, souvent, des besoins d'apporter des choses un peu différentes pour débloquer des situations de transmission qui parfois, encore trop souvent, se font sur une reprise à l'identique qui n'aboutit pas à chaque fois. Et je donne la réponse à Raymond, d'autant plus que c'est Raymond qui va avoir l'argent pour tout décider là. Le conseil régional va jouer un rôle clé. Il faut prendre notre micro, non, c'est pas grave. Oui, je pense qu'il a eu raison. Il y a une histoire d'argent et je vais revenir dessus, mais il n'y a pas qu'une histoire d'argent. Je voudrais redire sur 2 ou 3 points qui ont été dits, qui sont forts et qu'on ne doit pas sous-estimer. Un, je crois qu'aujourd'hui, ce dossier-là, il doit être prioritaire, et Jérémy l'a dit. La France a fait des choses, ça a été sa force, et je pense que la France doit être leadership sur ce dossier-là au niveau de l'Europe. Le monde a changé autour de nous. On a peu parlé d'un point, c'est l'implication de toutes les collectivités territoriales. Et je pense que ça commence très tôt, parce que les choses s'accélèrent très vite actuellement. On a plein d'agriculteurs, et surtout en zone d'élevage, qui vont arriver à l'âge de la retraite, un peu exaspérés pour différentes raisons, les prix des produits, les sécheresses successives, ainsi de suite, et qui auront du mal à aller au bout pour arriver à l'âge de la retraite. Et c'est ça qu'il faut qu'on soit vigilant. Donc, c'est un travail de tout le monde. Alors, je pense qu'aujourd'hui, sur l'implication des nouvelles générations, il y a un certain nombre de choses qu'il faut mettre en place. Et je pense qu'il y a les fameux stages reprises qui ont du sens. Il faut aussi permettre à ces jeunes, comme on l'a dit, qui ne sont pas issus de l'agriculture, de mettre les pieds dans les bottes et de venir sur les exploitations, voir ce qui se passe. Et pendant ce temps-là, ils peuvent créer des projets. Après, à nous, quand je dis à nous, c'est les organisations agricoles. Mais là, je pense qu'aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. On s'est beaucoup ouvert sur l'extérieur. Ça veut dire que sur les projets innovants, on est très ouvert. Voilà. Par contre, je veux le dire quand même, je sous-estime pas un point, c'est la formation de ces jeunes. Je pense que là aussi, la formation
doit se repositionner par rapport à ce qui nous arrive. Et je pense que la formation a trop mis des jeunes dans un cadre. Et donc, on doit les préparer très tôt à ces différentes alternatives. 3, les collectivités. Ça démarre de la commune, parce que quand on veut accueillir un jeune, si l'ancien ne veut pas quitter le siège d'exploitation, eh bien, il faut que le maire soit capable de mettre à disposition un logement sur la commune, en attendant peut-être que le jeune plus tard fera une maison, ainsi de suite. Et il faut que l'État nous permette, malgré qu'on veut protéger le foncier, que ce jeune-là puisse construire un jour sa maison. C'est un certain nombre de points qu'il faut qu'on balise les uns après les autres. Et derrière, je pense qu'on arrivera à amener plein de jeunes, mais il ne faut pas aussi leur faire croire que c'est l'embellie, l'agriculture. Il y a une réalité économique. Ils rentrent dans un monde, pas de bisounours. Et donc, oui, on peut en vivre quand même. Alors, on va en vivre, et c'est ce que je veux dire. Et c'est là la formation. Peut-être qu'il faut aussi que certains vont partir davantage sur la vente directe. Et on le voit ici. On voit sur les sommes avec les fermiers d'or. La vente directe devient importante. Ça ne veut pas dire que c'est toute la production de l'exploitation. Donc, c'est ces nouveaux systèmes. Et donc, la formation initiale a beaucoup de sens. Ensuite, je pense que c'est un travail de tout le monde. Et là, certainement, qu'aujourd'hui, il faut qu'entre nous tous, là, je reprends plutôt ma casquette chambre d'agriculture, on travaille encore davantage à cette ouverture-là d'esprit. Et surtout, il y a eu des projets qui avaient été à l'initiative des JA à l'époque, hein, Jérémy l'avait porté fortement, des structures comme Mimosa qui font appel à des capitaux extérieurs sur des projets très innovants. Je crois que c'est ça aussi l'agriculture. Il n'y a plus un système comme on a eu par le passé. Ensuite, la région dans tout ça. Oui, c'est une fierté qu'aujourd'hui, elle en a fait la priorité numéro 1. Ce qui me fait souci quand je regarde la France, ce n'est pas le cas de toutes les régions. Donc, on est en train de saucissonner l'agriculture française suivant où on habite. Et ça, il y a un vrai danger. Et je pense que l'État, et c'est là que les JA doivent être très vigilants, doivent faire attention à ce que ça ne soit pas uniquement les politiques régionales qui décident quelle agriculture on aura sur leur territoire. Là, il y a du lourd. Raymond, il a tout mis sur la table. On va devoir segmenter, serrer tous les... On va pouvoir beaucoup rebondir, du coup, il y a beaucoup de choses là-dedans. Mais dans l'ordre, quand même. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'hyper intéressant dans ce qui a été dit et que je vois d'autant plus avec acuité que moi, je ne suis pas issu de ce monde-là. Je suis entrepreneur, j'ai monté plusieurs entreprises et je continue à être extrêmement surpris de la complexité administrative de la création de la reprise en agriculture. On est face à une montagne de complexité qui peuvent être extrêmement décourageantes, un processus qui est extrêmement long, qui nécessite de passer par une multitude d'acteurs. Alors, il y a des choses très bien là-dedans. C'est normal qu'il faille être formé, c'est normal qu'il faille avoir une capacité agricole, c'est normal du coup qu'il faille avoir une certaine garantie face à la pérennité du projet, parce qu'on ne va pas lancer un projet pour quelques années uniquement. Mais je pense qu'il y a clairement, et je suis très content qu'il y ait l'État aussi autour de la table, qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire là-dedans. Il y a clairement des pistes pour simplifier et faciliter les choses. Bon, alors, encore un point nouveau à débattre. Alors, premier point, bien former les agriculteurs, faire évoluer le modèle de formation. Ben, c'est quand même vous, les agriculteurs, qui êtes dans les conseils d'administration des lycées agricoles. Allez-y. Raymond, il ne veut pas répondre. L'administration. Ah, l'administration d'abord. Oui. Oui, parce que effectivement, ce n'est pas les conseils d'administration des établissements qui établissent les programmes d'enseignement. Oui, mais on peut en discuter. En revanche, ce qui est vrai, c'est que le ministère, depuis déjà plusieurs années, pleinement conscient de cette évolution très, très rapide de l'agriculture, a engagé dans ses établissements d'enseignement un programme qu'on appelle « Apprendre à enseigner autrement ». C'est-à-dire que pour sortir de ce cadre, parce que c'est vrai que les enseignants d'aujourd'hui sont ceux qui ont été formés dans des schémas plus conventionnels que ce qu'on peut, et qui ont moins connu toutes les contraintes de l'agriculture d'aujourd'hui. Donc on est parti vers une réforme totale des programmes d'enseignement. Donc et vous avez par exemple vous savez que tous les établissements d'enseignement agricole doivent avoir un atelier bio. Bien sûr, non, mais je ne dis pas que vous évoluez pas. Je dis qu'il faut encore évoluer plus vite. Deuxième
question qui a été mise sur la table par Raymond. Pourquoi ne pas imaginer justement d'aller beaucoup plus loin dans l'accompagnement, la maison par exemple communale. J'ai, avec l'émission Power Boost, été voir Rémi Dumas, que vous connaissez, qui est au sein des jeunes agriculteurs. Il m'a montré son village, et dans son village, la commune a mis en place pour les vignerons, pour les viticulteurs, des maisons. Et c'est un super exemple, ça. Oui, c'est un super exemple. Après, il faudrait développer ça sur tout le territoire national. Aujourd'hui, de ce que la commune a mis en place dans le cas de Rémi, que vous venez de citer, c'est facile. Je vais prendre le cas de la Haute-Savoie, parce que la Haute-Savoie, on est frontalier avec la Suisse. Les prix du terrain ne sont pas les mêmes. On est à 650, 700 euros du mètre carré. Mais les communes sont riches. Non, donc. parce que justement, c'est ça le problème. C'est que les communes sont riches, mais aujourd'hui, les gens vont travailler à la frontière et reviennent en France, consommer en France. Mais ça ne rapporte pas forcément du grain à moudre. Les agriculteurs subissent aussi ça, la hausse des terrains. Il y a le prix du foncier. On demande de préserver du foncier. Pourtant, il y a la pression urbaine. Il y a Aujourd'hui, on parlait il y a la ruralité qui commence à revenir. Les gens veulent revenir vivre à la campagne, donc forcément les coûts augmentent. On le voit aussi sur certains territoires. Et ce projet que Rémi vous a montré, c'est très bien. Aujourd'hui, l'appliquer sur toutes les communes de France, est-ce que c'est possible? On va parler aussi de certaines régions, de certains départements. On a la Creuse. Comment après dynamiser ces départements qui sont un peu en perte de vitesse? Et malheureusement, c'est triste à dire. On avait une formation hier avec une conférence de presse avec la Chambre d'agriculture, dont un agriculteur de la Creuse qui témoignait de ça. Comment on va pouvoir redynamiser ces territoires? Comment on va pouvoir le faire? La théorie, c'est beau. On arrive à le mettre en pratique sur certains territoires. Maintenant, le mettre en pratique sur toute la France, c'est un autre problème. Je reprends l'idée de François, la complexité. Alors, le monde agricole est complexe parce qu'il y a plein de choses positives et puis il y a des choses négatives à la fois. Et on ne peut pas jeter, bien sûr, le bébé avec l'eau du bain. C'est vrai que c'est compliqué, aujourd'hui, de devenir jeune agriculteur. C'est pas compliqué, il faut juste le vouloir. Alors, en effet, aujourd'hui, certains ont parlé du revenu. Il y a le revenu, et ça, les lois Egalim 2 doivent aller beaucoup plus loin, et on doit mettre en application aujourd'hui, on doit assurer un revenu aux agriculteurs. Les agriculteurs ne sont pas là. Aujourd'hui, les agriculteurs sont formés. On a beau dire, les agriculteurs savent parler maintenant, savent lire, écrire. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il faut arrêter avec cette image du paysan qu'on a des années 1920. Aujourd'hui, les agriculteurs sont capables. Aujourd'hui, il faut être attrayant là-dessus. On ne peut pas garantir à un jeune de s'installer. Aller dans les lycées agricoles, la plupart font des formations et disent moi, on aimerait bien s'installer, mais aujourd'hui, si je m'installe 20 ans avec les emprunts et puis en gagnant entre 800 et 700, entre 700 et 800 euros par mois, je vais mettre 20 ans à rembourser. Donc j'ai 20 ans, à 40 ans, j'aurai fini peut-être de rembourser mes emprunts s'il n'y a pas de problème. Et puis derrière, en fait, il lui reste à 20 ans pour profiter un peu de son exploitation, si tout se passe bien. Là, on est dans le meilleur des cadres. Comment on peut dynamiser ça? Il faut assurer déjà le revenu. Il faut aussi arrêter à un moment, et là je fais le truc, c'est le vrai travail journalistique. C'est un moment aussi que les journalistes, et les journaux agricoles aussi en font partie, faire vraiment leur travail de communication et de montrer vraiment la vraie facette des agriculteurs et ne pas faire des journalistes à charge, c'est-à-dire, on le voit de plus en plus, on le sait, il faut vendre des journaux et c'est comme ça qu'on fait le son beurre, il n'y a pas de problème, mais à un moment il faut qu'ils arrêtent aussi de charger l'agriculture. L'agriculture n'est pas responsable de tous les maux en France, n'est pas responsable de tous les maux dans le monde, même si on a beaucoup d'efforts à faire. L'agriculture s'est toujours adaptée, on a demandé de surproduire après la Seconde Guerre mondiale, on a demandé de réduire les phytos, on était la seule métier agricole à réduire de 50% quand même nos outils de travail dans les années 70-80. Mais c'est un autre débat, on n'est pas sur l'installation là. Si, c'est ce que les jeunes, c'est ça qui s'intéresse, et aujourd'hui les jeunes parlent de ça. Ouais, mais moi je vous dis, est-ce que demain, on ne va pas devenir agriculteur en 3 clics, comme on crée une entreprise en 3 clics aujourd'hui? Je ne dis pas que c'est bien, mais si on se revoit dans 10 ans, est-ce qu'on ne sera pas là? Justement, il en parlait. Et là, non, je ne dis pas non plus. Je pense qu'il y a deux choses, et c'est deux sujets extrêmement différents. Il y a un sujet de formation, il y a un sujet de compétences, il y a un sujet de préparation au travail, et là, je ne peux pas être plus d'accord avec ce qui vient d'être dit. Pour autant, il y a un deuxième sujet qui est un sujet d'étapes administratives nécessaires, de millefeuilles d'acteurs, de demandes à faire dans un certain ordre pour préserver une capacité à obtenir une DJA. Si on le fait dans le mauvais ordre et qu'on n'est pas au courant, on le perd. Cette partie-là, on peut la simplifier sans rien renier de tout ce qui a été dit et sur lequel je suis intégralement d'accord. Et Raymond est presque d'accord. Il se dit ici, il faut que je dise que je suis d'accord, mais à la fois... Non, mais je pense que, à mon avis, on est au milieu entre les deux. Et là, Jérémy peut le dire, ils ont travaillé à un moment donné très fort, point accueil installation. C'est identifié dans tous les départements. Donc tout jeune aujourd'hui qui veut devenir agriculteur, il sait que c'est la porte d'entrée pour aller au Cornadi, excusez-moi du terme, je suis éleveur, c'est là, paf, on est d'accord? Et là, ensuite, il y a des cases. Il lui manque des diplômes, eh bien, on lui fait connaître, les écoles, il faudra aller chercher cette formation supplémentaire. Il a besoin de partir sur un projet très innovant,
Nous, dans notre département et sur la région, on fait des stages qui s'arrêtent du rêve au projet. Ça veut dire qu'on les initie en quelques jours sur des dossiers très concrets. Voilà, s'ils veulent venir maraîcher, ils iront faire un stage de 3 jours. On leur expliquera pendant ces 3 jours le début et jusqu'à la fin du maraîchage, et ainsi de suite. Et dans toutes les productions, on n'est pas fermé. Attention, là, je pense qu'aujourd'hui, les réseaux se sont ouverts. 2, et grâce à la profession, et les GIA ont poussé fortement à l'époque, les chambres d'agriculture, aujourd'hui en France, ont été gardées. Merci quand même aux ministres successifs d'avoir écouté la profession et d'avoir gardé cette institution. Parce que Jérémy l'a dit, on a tué les Adasea. C'est un ancien président d'Adasea qui vous parle. Heureusement que les chambres ont repris. Peut-être pas égalité sur tout le territoire. Et là, c'est le vrai dossier de demain. Toutes les chambres doivent partir à fond sur ce dossier-là. C'est une vraie priorité. Voilà. Jérémy, il a plein de choses à dire. J'ai plein de choses à dire, mais ça me fait plaisir que d'autres les disent aussi, parce que voilà, tout ce qui est dit là, effectivement, c'est des choses sur lesquelles on s'est battu. Je vais revenir à la fois sur la complexité administrative de l'installation et après sur l'attractivité aussi des territoires. La complexité administrative de l'installation, si le métier est attractif à la fin, et si le dispositif d'accompagnement est attractif, s'il est bien coordonné avec l'enseignement, l'enseignement agricole avant justement les stages et l'entrée dans le métier d'agriculteur, on réussira à faire de cette complexité finalement quelque chose d'assez fluide. Parce qu'il n'y a aucun autre secteur professionnel qui peut se targuer de rentrer dans le métier avec une dotation jeune agriculteur qui peut aller jusqu'à 50 ou je sais pas quoi. C'est pas pour ça que ça doit rester complexe, et on doit perpétuellement re-rendre justement ce dispositif, cet accompagnement, même la charge administrative la plus fluide possible. Mais j'entends, on entend beaucoup de gens. Et pour tempérer, parce que je voudrais pas du coup avoir lancé un faux débat là-dessus, sur les plus de 1000 porteurs de projets là, qui nous ont contactés chez Eloi et avec qui on avance du coup, aucun d'entre eux n'est en train de nous dire je ne m'installe pas parce que c'est complexe administrativement. Non, mais c'est pour ça, Moi je dis simplement qu'il y a tellement de choses à faire dans cette étape qui est importante et qui est fondamentale pour la suite que je pense qu'il y a tout de même quelques petites choses qu'on peut améliorer. Et vous êtes là, et je pense que vous êtes là aussi pour ça. C'est grâce à notre capacité aussi à combiner, à avoir une multitude d'acteurs pour offrir justement, en fonction des profils, des projets, le meilleur accompagnement. Et donc ça, c'est effectivement ce qu'on essaye de faire depuis des années. Mais voilà, faut s'appuyer sur ce qu'on a réussi, faut regarder là où on a fait des erreurs pour éviter de les recommencer. Mais voilà, c'est grâce aussi à des acteurs comme vous qu'on réussit à offrir aux porteurs de projets, quels qu'ils soient, un panel d'outils qui leur permettent de rentrer dans le métier plus facilement. Alors, autre question, on arrive bientôt à la fin de l'émission. Autre question, les trous dans la raquette. Quand je posais la question de façon un peu provocatrice, pourquoi Eloi existe, c'est qu'effectivement, hop, on sent qu'il y a une aspiration, des nouvelles attentes, et à la fois vous êtes ouvert d'ailleurs là-dessus. Oui. Mais ce qui me semble fou, la formation, comment ça se fait qu'il existe en France une structure comme Hectare, Xavier Niel, qui vient répondre à un besoin de formation que le monde agricole ou l'enseignement général n'est pas capable d'avoir pensé et anticipé? Alors attendez. Là, il y a 2 ou 3 sujets dans la même question. Je fais comme vous, là. Ah oui, mais vous avez raison. Mais avec mon voisin, la région a compris ça. Madame la directrice adjointe de la DRAF l'a dit, 1000 installations. 1000 installations. Donc, quand on veut, on peut. Sur la dernière programmation, on était à peu près à 700 quelque chose, on est monté à 1000. Donc ça veut dire, et là Jérémy a raison, quand on met en place des politiques, on arrive à faire grimper les choses. Ça ne suffit pas. La région va lancer un programme d'émergence de projets. Et c'est clair qu'à ce moment-là, il faut que les chambres d'agriculture, avec le syndicalisme JA, on ait certainement, à un moment donné, des accointances avec comme mon voisin sur des sujets très précis. Par contre, mais j'ai bien compris, il n'est pas dans cet état d'esprit, lui, mais des fois on peut le trouver autour de nous, c'est qu'il faut toujours faire comprendre qu'on installe des chefs d'entreprise. Des chefs d'entreprise et qui sont là pour vivre de leur métier. Et notre objectif,
c'est qu'au bout de 5 ans ou 10 ans, ils soient toujours sur place. C'est ça aussi. L'objectif, c'est qu'on fasse revivre aussi la ruralité, c'est qu'on amène une panel de produits, peut-être pas qu'agricoles, parce qu'aujourd'hui, l'agriculture, elle va aussi permettre de faire plein d'autres choses, voilà, à la société. Et c'est là, certainement, on est à un croisement des chemins. Et les régions, elles ont cette force-là. Et moi, ce qui me fait souci, en tant que conseiller régional, et je le dis à mon président, je l'ai dit au président des JA cette semaine, je suis un peu inquiet, je n'ai pas vu le ministre, mais je suis un peu inquiet que le ministre et l'État français aient libéré en pâture complète l'installation sur tous les territoires. Et là, je suis cash. Suivant les partis politiques, excusez-moi, je ne veux pas en faire de la politique. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, eh bien, on va dessiner des choses en France complètement différentes. Et c'est ça le problème. Et là, personne n'est en train de le voir arriver. Là, c'est l'ancien qui vous parle, qui va quitter le métier. Hein. Oui, et puis il faut tout dire. Alors, chaque fois que vous parlez ministre, il y a Régine à côté qui veut le défendre. Mais on n'a plus trop de temps. Non, je rappelais simplement que c'est quand même Région de France qui a revendiqué de récupérer tout l'investissement du FEADER pour ne pas rentrer dans quelque chose de trop technique et que ce n'est pas forcément une volonté ni locale. Non, mais par contre, Raymond, vous n'avez pas répondu à ma question par rapport à Xavier Niel, les besoins. Non, mais encore une fois, là-dessus, enfin, nous, on peut tomber. Moi, je trouve que la manière dont Raymond réagit et amène le dossier, on peut tomber dans voilà, l'opposition avec Hector, Niel. On n'est pas d'accord, Raymond et moi, on n'est pas d'accord avec ce que propose Niel. Sauf que si on fait abstraction de tout ça, qu'on n'essaye pas de composer avec eux, il a dit, Raymond, quelque chose d'important sur la performance, sur la réussite. C'est ça notre objectif. Aujourd'hui, et je le redis, hein, je vais encore me faire le porte-parole des jeunes agriculteurs, mais ça je pense que c'est à vie. Ouais, c'est 98% des jeunes qui bénéficient du dispositif, qui effectivement des fois peut paraître complexe à l'installation, sont encore en activité 5 à 10 ans après. Ça veut dire qu'on est sur un dispositif de la performance, de la réussite, et donc on ne va pas aller montrer du doigt ceux qui, pour l'instant, ne vont pas dans le dispositif. Notre objectif, c'est de montrer que c'est le meilleur pour qu'un maximum de jeunes puissent en bénéficier et faire des agriculteurs, et donc une agriculture telle qu'on la connaît aujourd'hui, diversifiée, attractive, qui répond aussi aux consommateurs. Et je redis une chose, parce qu'il y a quelques consommateurs aussi et citoyens autour de la table, ça va être aussi le rôle de pousser pour que les communes, les collectivités, les citoyens, la société accompagnent l'agriculture. Tout à l'heure, on a parlé aussi de l'agriculture qui est souvent montrée du doigt. Les paysans, ils ont besoin d'autant de considération que de revenus. Aujourd'hui, il n'y a ni l'un ni l'autre. Il faut que la société reconsidère son agriculture, la remette en avant, et ça passera aussi par une pression de mise sur les collectivités pour qu'on défende un peu mieux le métier. Bon, madame, messieurs, merci. On pourra en parler pendant très longtemps. Je pense que le débat est riche et pourrait durer. Je vous invite d'ailleurs à venir au Co-Farming Fest. C'est le 18 octobre à Paris. Justement, on va se poser tout un tas de questions liées à cette accélération des mutations et comment le logiciel dans la tête du cerveau de l'agriculteur ou du monde agricole de façon plus large, doit être capable aujourd'hui de réagir avec un pas de temps de plus en plus court, voilà, par rapport à ces évolutions, et de s'adapter. Merci beaucoup à nouveau, et puis surtout, merci à vous.